La rue a été occupée par les manifestations de soutien à Gaza et indirectement de soutien au Hamas, dans une totale inversion des causes. C'est tout de même le Hamas qui a commencé à envoyer des pluies de roquettes sur Israël, mais c'était Gaza qui était la victime. Bonjour et shalom, Richard Darmon, au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël dans sa région, avec comme invité aujourd'hui Jacques Tarnero depuis Paris. Bonjour Jacques. Bonjour Richard. Jacques, vous êtes essayiste, auteur du livre Le nom de trop, avec comme sous-titre Israël illégitime, point d'interrogation, et puis vous êtes aussi le co-réalisateur en 2003 d'un film qui a eu beaucoup d'échos, co-réalisé avec Philippe Bensoussan et qui s'appelle Décryptage et qui est une analyse déjà circonstanciée à l'époque, mais qui reste ô combien valable, des déformations médiatiques qui ont cours en Europe et particulièrement en France. Et notre sujet aujourd'hui avec vous, Jacques, et vous êtes l'invité idéal pour cette réflexion, c'est la quatrième guerre de Gaza vue de France. Et ma première question, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est de vous demander que si vous confirmez, et vous avez, vous, le sentiment, en tout cas c'est ce que nous avons ressenti en Israël, que cette quatrième guerre de Gaza était marquée par à nouveau un flux ininterrompu de délégitimation et de délégalisation, j'allais dire, d'Israël assez accablant. Est-ce que c'est aussi votre impression, notamment en France ? C'est l'impression dominante. Vous avez raison de le formuler ainsi. Pas de délégitimation. La rue, si vous voulez, a été occupée par les manifestations de soutien à Gaza et indirectement de soutien au Hamas, dans une totale inversion des causes. C'est tout de même le Hamas qui a commencé à envoyer des pluies de roquettes sur Israël, mais c'était Gaza qui était la victime. Et la rue a été occupée par tous les courants pro-palestiniens, mais aussi les courants de gauche et d'extrême gauche en France. Qui plus est, des banderoles, ça n'est pas la première fois, qui affichaient le signe égal entre la swastika nazie et l'étoile juive, ont été présentes dans toutes ces manifestations. Or, nazifier Israël, c'est bien le premier pas de la volonté de dire que cet État est illégitime. Et voilà où on en est. Ça a duré les 10 jours de la durée de la guerre. Avec tout, c'est une avalanche de clichés, si vous voulez, de choses qui s'empilent les unes sur les autres. Mais ces mensonges, une fois qu'ils sont répétés depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant, à la fin, ils prennent corps. Ils ont une légitimité de par leur répétition. Et c'est terrible. Ça n'est pas le fait que d'Israël, ça n'est pas le fait que de la France. Ça a été en Belgique, en Angleterre. Vous avez dû voir des images qui le montraient. Mmh. Donc la situation de ce point de vue-là, de point de vue de l'image d'Israël, de la légitimité de sa riposte, a été très sérieusement écornée. Et on peut dire que la préoccupation de l'image d'Israël, de la vérité des faits, elle est assez mal organisée de la part d'Israël. On peut le constater qu'il y a une absence d'une réponse à tout ça. Mais il y a eu des réponses, en particulier une pétition, une tribune qui a été publiée dans le Figaro. Et alors ça, c'était en France, et j'allais vous poser la question, c'est une tribune qui s'est intitulée ceux qui menacent Israël nous menacent aussi. Alors, pourriez-vous nous dire l'impact que ça a eu, avec qui, en gros, a été rédigé ce texte, et il y a eu quand même un certain écho. Il y a eu un grand écho, et je pense que la formule de cette tribune, ceux qui menacent Israël menacent la France, est indispensable dans la défense d'Israël. C'est la seule manière de faire comprendre quelque chose. Il y a eu tout de même en France des assassinats et des attentats terribles,
menée par des islamistes dont l'idéologie est la même que celle du Hamas. On a coupé la tête d'un professeur, Samuel Paty. Mais on dirait que cette mise en équivalence, ceux qui ont décapité Samuel Paty, c'est la même idéologie que celle du Hamas, ne passe pas, ne prend pas. Et qu'il y aurait des bons islamistes, ceux du Hamas, et des méchants islamistes, ceux qui sont les terroristes en France. Cette tribune a eu du succès. Il y a eu 80 personnes qui l'ont signée, à peu près, et pas n'importe lesquelles, des bonnes plumes, des gens intelligents et importants. Et il y a eu quelque temps après un article dans Le Monde, le quotidien de référence, entre guillemets, qui a enquêté pour montrer la preuve d'une manipulation de l'extrême droite, mot tabou, des totems plutôt, mot totem pour afficher la vérité odieuse de cette pétition qui était un texte d'extrême droite. C'est une baudruche qui s'est dégonflée. C'est un disciple de la petite enquête pour trouver la vérité sous la vérité. Souvenez-vous de la vérité des faits n'est pas la vérité. Le slogan de la vérité est ailleurs, c'était ce feuilleton sur les extraterrestres. J'ai oublié son nom. Donc, il y avait un projet d'extrême droite, dit l'enquête du Monde, sous cette tribune. Ceci dit, le papier a été publié. Ce commentaire odieux et stupide n'a servi qu'à faire sa promotion. Et il y a tout de même un front qui existe dans la presse. Je prends Causeur, je prends Le Figaro, je prends Valeurs Actuelles. Il y a une presse qui n'admet pas, et puis naturellement il y a les réseaux sociaux, ce clouage au pilori qui est une incantation, si vous voulez. Ce sont des procédés incantatoires, quasi religieux. Israël a tort. On ne sait pas pourquoi il a tort, mais il a tort. C'est le mantra des forces de gauche. Il n'y a plus de cause à défendre, mais la cause des causes, c'est la cause palestinienne, sans voir que sous la cause palestinienne, il y a le Hamas. Et alors, Jacques, pour en revenir aux manifestations dont vous faisiez état, qui ont duré presque tous les jours, il semblerait malgré tout, malgré leur caractère répétitif, qu'il y ait eu moins d'assistance que par le passé. C'était toujours les mêmes noyaux qui manifestaient. Ce n'était pas des manifestations de masse, finalement. Bien sûr, vous avez raison. D'abord, ça n'a pas été tous les jours. Ça a été quelques week-ends, deux week-ends, où les mêmes se sont retrouvés pour hurler les mêmes choses. Ce qui est plus inquiétant, ce sont deux déclarations. Celle du Premier ministre, Jean Castex, qui, dans une déclaration à l'Assemblée nationale, en réponse à une question du porte-parole du groupe communiste, s'est apitoyé, puisqu'on est toujours dans l'apitoiement essentiellement et pas dans la prise de position politique, sur les victimes palestiniennes. Pas un mot sur les roquettes qui tombaient de manière indistincte sur le territoire israélien. La deuxième déclaration a été de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, qui a dit qu'il y avait un risque d'apartheid, que l'apartheid pourrait être un modèle d'organisation de la société israélienne si les choses continuaient comme cela. Je ne sais pas de quoi il parle. Là aussi, c'est un slogan, mais un slogan odieux, car je pense que Jean-Yves Le Drian est au courant du fait qu'il y a des juges arabes à la Cour suprême. Elle sait que les universités sont totalement ouvertes aux Arabes israéliens, mais tout ceci, il n'a pas vu la réalité. Encore une fois, tout ça passe à travers un filtre idéologique. Et ce filtre, hélas, est toujours bien présent. Mais en même temps, pour répondre précisément à votre question, les manifestations de rue ont été de faible nombre. C'était 3000 personnes, quelque chose de cet ordre. Ça n'a pas été des manifestations gigantesques. Mais alors, dans les médias eux-mêmes, puisque vous êtes spécialiste de l'Observatoire du décryptage justement des médias européens et particulièrement français,
le ton était-il unanime, comme ce fut le cas en 2014 avec l'opération Bordure Protectrice ou lors des autres guerres de Gaza, où il y avait quand même plusieurs sons de cloche? Est-ce que c'était vraiment radio et télépropagande anti-israélienne? Il y avait quand même des nuances quelquefois. Il y avait des nuances, il y avait des nuances, non seulement des nuances, mais des points de vue radicalement opposés au politiquement correct qui condamne Israël. C'est certain. D'abord, il y a beaucoup de chaînes de télévision, il y a eu énormément de plateaux télévisés, il y a aussi ce que l'on peut voir sur i24 News et qui présente des réalités très différentes de ce que un certain nombre de commentateurs rapportent à partir d'un point de vue d'abord idéologique. La vérité des faits importe peu, seule l'idéologie importe. Il y a des chaînes de télévision comme CNews, comme sur France 2 et à TF1, il y a eu des débats éminemment contradictoires et la vérité de Israël est l'agresseur et le Hamas est la victime n'a pas été du tout unanime, au contraire. Alors, ceci dit, la culture, l'analphabétisme, je le dis très clairement, la méconnaissance historique, la méconnaissance de ce qu'est le Hamas, la méconnaissance des faits est patente chez nombre de jeunes journalistes. Ce qui est inquiétant, c'est que tout ceci fait système aujourd'hui en France et en Europe avec ce qu'on appelle la culture woke ou la cancel culture. C'est-à-dire, on efface tout et on recommence et on s'éveille à de nouvelles vérités. Et tout ceci fait système avec une bouillie, je me permets de le dire, gauchisto-radicale, à la fois écologique, féministe ou bien LGBT, tout ça fait système pour contester l'ordre ancien et s'incruste au sein de cette bouillie le pro-palestinisme dans sa forme la plus bête. Alors justement vous évoquez dans un article fort intéressant, paru lui aussi, je crois, dans le Figaro, dans la revue des Deux Mondes. Dans la revue des Deux Mondes, oui, vous avez aussi écrit d'autres articles dans la revue des Deux Mondes, un article intitulé La guerre des 10 jours, parce que cette guerre, d'après vous, fera date pour différentes raisons. Et justement, ce que vous mettez en avant, entre autres, c'est ce procédé dont on parlait tout à l'heure de tentative de nazification d'Israël. J'allais vous poser la question. Bon, on voit bien que ça joue dans une inversion que vous dénonciez il y a presque 20 ans dans le décryptage, dans la mesure où on présente les victimes de la Shoah, dont les Israéliens sont supposés être en partie des descendants, sont présentés comme des bourreaux, et donc il y a une inversion des sens qui fait que donc personne n'est responsable, puisque ceux qui ont subi le pire, eh bien, font subir le pire, feraient subir le pire. Et donc, ce processus de nazification, là, tentative de nazification d'Israël, il est le fait de qui? Est-ce que c'est les groupes islamistes avec ou seulement les groupes gauchistes? Ça vient d'où cette accélération inversion d'image? Elle vient sans aucun doute, je vais donner une date symbolique, en 2002. Il y a un grand papier qui est publié par Le Monde de Edgar Morin, Daniel Salnave et Sami Nahir, et où Edgar Morin et les deux autres écrivent les Juifs qui ont été victimes de la plus grande des persécutions et de la plus grande des ignominies sont ignobles à leur tour à l'égard et font subir aux Palestiniens ce qu'eux-mêmes ont subi. Ça veut dire Israël n'a tenu aucune leçon de son histoire. Il est devenu un État colonialiste, etc. Comment tout ce discours se met en place? La France a une double culpabilité. Vichy, d'une part, la guerre d'Algérie, d'autre part. Quel meilleur moyen de se déculpabiliser de Vichy que de dire aux Juifs et aux Israéliens, on a été des salauds, nous, mais vous êtes des salauds comme nous. Vous faites aux Palestiniens ce que nous vous avons fait. Et en l'occurrence, on se sent plus coupable.
Par rapport à la guerre d'Algérie, c'est très simple. Palestinien égale arabe, arabe égale algérien. La guerre d'Algérie est toujours, et c'est prodigieux, dans les choses-trappes de l'histoire non nettoyées en France. On se sent coupable à l'égard de la guerre d'Algérie. Eh bien, si on dit que les Palestiniens sont les nouveaux Algériens, on éponge la culpabilité de la guerre d'Algérie. Et voilà que les Israéliens, non seulement sont rangés du côté des vichistes, des collabos, des nazis, mais ils sont aussi rangés comme les nouveaux pieds noirs, les pieds noirs colonialistes, et que les Palestiniens sont victimes de la colonisation. Donc, cette mécanique est toujours à l'œuvre, et elle est à l'œuvre à travers des procédés qui ont jalonné toutes ces années-là immédiates de l'excuse obligatoire pour dire on a été esclavagiste, on a été colonialiste. Et quelle est la représentation pour ces gens-là la plus actuelle du colonialisme? Eh bien, c'est Israël. Alors, dernière question, oui, Jacques, comme il nous reste peu de temps, mais je voulais tout de même, puisque dans ce même article fort intéressant dans la Revue des Deux Mondes, vous débouchez, après, disons, le début de votre analyse, sur une perspective qui d'ailleurs préoccupe beaucoup les Israéliens, non seulement parce que l'Iran arme le Hamas et a suivi de près le déroulement au jour le jour de cette quatrième guerre de Gaza, mais vous dites ceci, je vous cite, à propos de l'Iran et des liens avec le Hamas, mais en élargissant, parce que ce n'est pas finalement le Hamas, c'est un bras avancé d'une certaine manière de l'Iran, mais c'est pas le pire. Et vous dites ceci, je vous cite, ce conflit en annonce un autre qui ne saurait tarder entre Israël et un Iran, dont un Iran nucléaire, justement, dont la Palestine et la Libye. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire, vous avez aussi écrit, je crois, dans d'autres revues, une analyse plus approfondie sur les dangers nucléaires iraniens, avec un article qui s'intitule Cette bombe que l'Iran désire tant posséder. Et vous êtes inquiet du fait que finalement, tout ce scénario de la quatrième guerre de Gaza, c'est un prélude à d'autres affrontements bien plus difficiles? Bien sûr. J'introduis mon papier de la Revue des Deux Mondes par une comparaison avec la guerre d'Espagne. En 1936, l'Allemagne nazie a testé sa stratégie, les Stuka, les bombardements massifs. Ils ont expérimenté en Espagne, contre l'Espagne républicaine, des méthodes, mais ils n'ont pas testé que cela. Ils ont testé aussi la combativité des démocraties européennes pour combattre l'Espagne franquiste et l'Allemagne nazie. Elle n'a pas été brillante, cette combativité. Donc, l'Iran a un projet de développement d'une capacité nucléaire, pas uniquement de la bombe, mais les missiles balistiques. C'est très important. Et d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian a dénoncé il y a quelques mois la menace iranienne, la menace de production de la bombe, très rapidement. Quel est le projet iranien? Ça n'est pas la défense des Palestiniens. Ils n'en ont rien à faire de la cause palestinienne. C'est un projet mystique, messianique. Il faut éradiquer du Proche-Orient cette terre occupée par des Juifs, quel qu'en soit le prix. Je rappelle dans l'article de la Revue des Deux Mondes une interview de Ahmed Ben Bella, le premier président de la République algérienne en 1982, au moment de la première guerre du Liban, où il dit « Nous autres Arabes, nous voulons être. Or, je le cite toujours, l'être arabe ne peut être que si l'autre n'est pas. L'autre, c'est qui? C'est les Juifs. C'est Israël. Ça n'est pas une guerre contre un État uniquement. C'est un projet d'anéantissement de cet État. Et les Iraniens l'ont dit, le disent. Ahmadinejad, quand il était président de la République iranienne, et même allé le dire au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Absolument. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et voilà qu'on s'apprête à négocier à Vienne avec ces gens-là. On négocie à Vienne comme on a négocié avec les nazis à Munich
en 1938. Et j'avoue être stupéfait que de la part des chancelleries occidentales, que l'on considère le Hezbollah comme terroriste, que l'on considère le Hamas comme terroriste, que l'on sait que l'Iran est un État terroriste, mais néanmoins, on va aller serrer la main à des terroristes pour négocier à Vienne, je ne sais pas quoi, sur le programme nucléaire iranien. S'il y a un point sur lequel il faut appuyer, c'est bien cette question. Jacques Tarnero, merci pour vos analyses. Merci aussi de nous avoir consacré du temps. Nous restons en contact et on aura plaisir à vous retrouver sur le studio Qualita. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir prêté leur attention et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Richard.